transactions. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui ici et avoir l'honneur de parler du récent livre de Dr Cheikh Oumar Diagne, Penser la monnaie au service du panafricanisme, sortir des monnaies uniques. D'abord, je tiens à dire que Cheikh Oumar Diagne est un intellectuel au bon sens du terme. Parce que le terme intellectuel lui-même n'est pas très bien, en tout cas, compris. Parce qu'on a tendance à mélanger, confondre l'intellectuel avec le lettré. Au Sénégal, nous avons beaucoup de lettrés, des gens qui écrivent rapidement, surtout. On a tendance à confondre l'intellectuel avec le savant. L'intellectuel peut être savant, le savant peut être intellectuel, mais parfois il y a des savants qui ne sont pas des intellectuels. Et donc, ce qui fait l'intellectuel, c'est son positionnement politique. L'intellectuel, c'est celui qui va à rebours des pouvoirs qui sont en place. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui prend un risque pour essayer de dire la vérité, de bonne foi. C'est ça l'intellectuel. Donc tout intellectuel est un iconoclaste. Et d'ailleurs, l'intellectuel lui-même, au départ, c'était un adjectif. Il n'est devenu un nom que quand des écrivains comme Émile Zola ont écrit pour défendre le capitaine Dreyfus. Et donc ce sont les gens de droite qui critiquaient des gens comme Émile Zola, qui prenaient leur plume pour la liberté, pour dire la vérité au pouvoir. Et donc ces gens, on les appelait des intellectuels, ceux qui disaient la vérité au pouvoir. Donc écrire, être écrivain, être chercheur, ne fait pas de quelqu'un un intellectuel au bon sens du terme. Être intellectuel, donc, c'est prendre un risque dans l'espace public. Et donc, quand vous faites l'unanimité, peut-être que vous êtes même, voilà, quelque chose d'autre. Vous avez un statut même qui dépasse celui des prophètes, parce que même les prophètes n'ont pas fait l'unanimité. Et donc, Cheikh Oumar Diagne est un intellectuel, c'est un iconoclaste, et donc c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc, comme ça a été rappelé au début. Il a écrit plusieurs ouvrages, et j'ai eu l'honneur à chaque fois de les lire. Et à chaque fois, il m'a fait le plaisir soit de me les envoyer pour que je lui donne mon avis, ou dès que le livre est publié, qu'il me l'envoie pour que, en tout cas, je puisse le lire et lui donner mes commentaires. Et à chaque fois, on en apprend beaucoup et sur des sujets divers. Et donc, ce livre-ci ne découle pas du hasard dans une certaine mesure, parce qu'il avait déjà écrit sur ces sujets. C'est un économiste hétérodoxe, et pas seulement. Parce que quand vous êtes seulement économiste, vous avez des limites. Et donc c'est quelqu'un qui a une approche, disons, encyclopédique, et qui essaie de regarder un peu partout pour comprendre les phénomènes qu'il cherche à expliquer. Et donc c'est pourquoi on peut voir cette empreinte encyclopédique dans ce livre sur la monnaie, qui suit un précédent qu'il avait fait, La Révolution de l'argent. Et donc, c'est un livre écrit de manière synthétique, pédagogique, de manière non polémique, avec l'envie de convaincre, l'envie aussi d'éduquer les gens qui ne sont pas spécialistes des questions monétaires. Et donc, je pense qu'il a réussi ce pari. Et ça a été rappelé par le préfacier, son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a parlé d'un manuel de réflexion et d'action. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ce livre, un manuel de réflexion et d'action. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui a été écrit, mais au moins on appréciera en fait l'effort qui a été fait pour passer en revue en fait tout, en tout cas non seulement la théorie économique, mais aussi l'histoire du phénomène monétaire et les derniers développements. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de gens qui sont capables de réaliser une telle somme. Et ça, il faut le dire. Et c'est tout à son mérite, à son honneur. Donc, dans cet ouvrage, Cheikh Oumar Diagne passe en revue l'histoire du phénomène monétaire, l'institution monétaire. Et aussi, il passe en revue les théories économiques sur la monnaie. Et il n'a, je veux dire, il n'a fait aucune concession
à l'économie orthodoxe néoclassique qui est enseignée dans les universités. Parce que ce qu'on enseigne dans les universités, ce sont des fables sur la monnaie. Totalement des fables. Cheikh Oumar Diagne le dit, je le dis, Chérif Salif Sy le dit, mais si on le dit, on peut dire, ah, peut-être ces gens sont des gens de gauche, etc. Mais il y a même des banques centrales qui ont écrit sur ça. La Banque d'Angleterre, qui a été créée en 1690 et quelques, a publié un article qui s'appelle « Money Creation in a Modern Economy ». Et dans ce rapport que tout le monde peut trouver sur Internet, qu'est-ce qu'il est dit? Tout ce qu'on enseigne dans les manuels d'économie est faux. Oui. Et donc ça, c'est des choses que les économistes hétérodoxes savent depuis longtemps. Mais à la suite de la crise financière internationale, les économistes hétérodoxes n'ont rien vu venir parce qu'ils parlaient de grande modération. Et donc le capitalisme était gérable, il n'y aurait plus de crise. Les hétérodoxes avertissaient en disant que la crise est là devant vous, vous ne la voyez pas. Et donc c'est à la suite de ça que la Banque d'Angleterre a écrit ce rapport et même fait des vidéos pour expliquer c'est quoi la monnaie. Et donc ce qu'on enseigne à nos étudiants en économie, ce sont des plats empoisonnés qui ne leur permettent pas de comprendre l'économie. Parce que nous sommes dans des économies monétaires de production. Et ça a été par exemple bien mis en évidence par Karl Marx quand il parle de AMA', argent, marchandise pour faire plus d'argent, AMA'. Donc on commence par l'argent, la monnaie, injection de crédit pour avoir plus d'argent. C'est ça le circuit monétaire. Mais les économistes néoclassiques nous disent que la monnaie est une marchandise, que c'est un voile, que ça ne compte pas. Et donc la perspective dans cet ouvrage va à rebours de tout ça, de cette fable, pour rétablir la monnaie dans ses différentes dimensions. Et Cheikh Oumar Diagne ajoute quelque chose en parlant de lecture matricielle de la monnaie. Parce qu'on ne saurait parler seulement de la monnaie comme un phénomène économique. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, ceux qui sont bons sur la monnaie, ce ne sont pas les économistes, ce sont les anthropologues et certains juristes. Donc, ce sont les économistes qui doivent aller à l'école des anthropologues pour comprendre le phénomène monétaire. Donc, une approche purement économique de la monnaie ne vous mène pas très loin. Et donc, c'est pourquoi Cheikh Oumar Diagne nous parle de lecture matricielle en analysant les enjeux politiques, économiques, sociaux et même religieux associés à la monnaie. Parce que en tout cas dans l'Afrique précoloniale, on voyait que beaucoup de signes monétaires avaient également une dimension religieuse. Nous pouvons penser par exemple au Corée. Et donc, il y a toute cette dimension historique sur l'histoire du phénomène monétaire depuis des millénaires, mais aussi toutes les théories économiques. Tout ça est passé en revue de fort belle manière. Mais la démarche n'est pas seulement théorico-historique, elle est aussi empirique. Et Cheikh Oumar Diagne mobilise des approches statistiques pour voir dans quelle mesure une monnaie unique pourrait se justifier en Afrique de l'Ouest. Parce que la région qu'il couvre dans ce livre, c'est l'Afrique de l'Ouest, pas l'Afrique centrale ou autre, mais l'Afrique de l'Ouest principalement. Et on nous dit que la zone CEDEAO comporte des pays qui n'ont pas de spécialisation complémentaire. Ces pays sont très hétérogènes. Et donc, une monnaie unique à 15, d'un strict point de vue économique, ne pourrait pas marcher. On voit mal comment ça pourrait marcher. Et donc, ça dérive de son analyse statistico-empirique. Et donc, il nous dit également qu'il est impossible, à court et moyen terme, d'avoir une monnaie unique africaine. Parce que, comme vous le savez, l'Union africaine a un projet de monnaie unique continentale. Basé sur la même approche statistique, il nous dit que, en fait, ce sera très peu probable de voir émerger à court et moyen terme une monnaie unique africaine. Il ne dit pas que c'est désirable ou ce n'est pas désirable. Il dit, d'après l'analyse que je fais, c'est ça que je constate, d'un point de vue strictement économique. Et donc, ça, c'est un peu la première partie. Et donc, il évoque aussi le système monétaire international, parce que nous sommes un peu comme au moment des années 70, quand le dollar, disons, a été divorcé de l'or. Et donc, nous sommes dans cette période, disons, en tout cas, de changement, de crise au niveau du système monétaire international, avec l'arrivée des BRICS, de nouveaux systèmes de paiement, etc., et de défis vis-à-vis du dollar, et aussi du travail de sabotage du dollar que Donald Trump est en train de réaliser lui-même, sans s'en rendre compte. Et donc, il nous dit qu'il y a 3 scénarios d'évolution du système monétaire international. On peut essayer de réformer l'existant.
Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait avoir une meilleure allocation des droits de tirage spéciaux. Les droits de tirage spéciaux sont un actif de réserve. Ce n'est pas une monnaie, c'est un actif de réserve émis par les FMI à la demande de ses membres pour compléter les réserves officielles de change des banques centrales. Et donc, le principe d'allocation des droits de tirage spéciaux, à l'instar des institutions de Bretton Woods, relève de la force pure. Moi, quand je décris les institutions de Bretton Woods, je dis que la logique, elle n'est pas démocratique, elle n'est pas oligarchique, c'est la force brutale. Pourquoi je dis la force brutale? Parce que si c'était la démocratie, c'est une personne, une voix, un pays, une voix. Mais ce n'est pas ça qui marche. Donc les pays ont des droits de vote et ont des quotas qui déterminent les financements auxquels ils peuvent avoir, y compris en termes de droits de tirage spéciaux. Mais quand vous regardez par exemple le cas de la Chine représente juste 6% des droits de vote et des quotas, alors que la Chine représente au moins 18% de l'économie mondiale. Donc la Chine aurait dû avoir 18%. Donc ce n'est même pas le principe un pays, en fait une personne, $1, ou bien $1, un vote. C'est vraiment la force brute. C'est-à-dire que les pays qui étaient sortis plus ou moins vainqueurs, c'est un pays, par exemple l'Angleterre, les États-Unis, qui décident de ce système. Et donc le système des droits de tirage spéciaux a ceci de particulier que ceux qui bénéficient des droits de tirage spéciaux n'en ont pas besoin. Par exemple, les 2/3 des droits de tirage spéciaux vont à 7 pays plus la zone euro. Et donc ces 7 pays plus la zone euro ont plus ou moins des monnaies de réserve, si on utilise une définition large. Et donc ces pays n'ont pas besoin des droits de tirage spéciaux. Mais ce qui en ont besoin, c'est les pays pauvres, etc. Mais ces pays pauvres reçoivent peanuts. Par exemple, lors de la dernière allocation de 650 milliards, l'Afrique a reçu moins que l'Allemagne, l'Afrique au complet, moins que l'Allemagne. Alors que l'Afrique en avait besoin, les Allemands n'en ont pas besoin. Et donc il y en a qui pensent qu'on peut faire des réformes à ce niveau. Il y a aussi un deuxième scénario abordé par Cheikh Oumar Diagne, c'est l'idée de Keynes, du Bancor. Et donc le Bancor, ce n'est pas une monnaie, c'est une unité de compte. Et donc ça permet aux États, disons, de compenser leurs transactions internationales sans avoir à émettre de dettes en monnaie étrangère, par exemple. Et donc, nous, en fait, le système monétaire international que nous avons, c'est un non-système. C'est un non-système parce que dans tout système bancaire domestique, le système est intégré. Par exemple, les transactions entre les banques sont soldées au niveau de la banque centrale. Mais dans le système financier international, entre les États, il n'y a aucune instance qui solde les transactions entre les banques, une instance qui soit supranationale. Et donc, vous avez des monnaies de réserve comme le dollar, et donc, du coup, des monnaies nationales fonctionnent comme des monnaies internationales. Et donc, ça pose un problème pour l'équilibre des différents pays. Donc, les crises de dette, disons, dans les pays du Sud, résultent de ce fait que les pays qui n'ont pas des monnaies clés sont obligés d'accumuler les devises clés comme le dollar et l'euro pour pouvoir, disons, honorer leurs obligations à l'étranger. C'est ça qui crée fondamentalement le problème de la dette extérieure des pays du Sud. Et des gens comme Keynes, parce que Keynes, il est britannique, et en 1944, quand il négociait, 43-44, la Grande-Bretagne était déficitaire. Et donc, lui, il avait le souci, disons, de prendre en charge les préoccupations des pays déficitaires. C'est pourquoi il avait pensé au Bancor. Mais même la version qu'il avait proposée pourrait être améliorée. Et à l'époque, il y avait des critiques d'économistes comme Michael Kalecki et Ernst Friedrich Schumacher. La troisième piste, c'est celle des monnaies uniques. Et donc, les monnaies uniques, il en parle, Cheikh Oumar Diagne, en ayant une perspective qui me semble fondée scientifiquement et raisonnable. La deuxième partie couvre la question des monnaies locales sociales complémentaires. Ça également, c'est une innovation importante. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que dans notre monisme monétaire, nous ne voulons juste que des monnaies centrales ou fédérales, souveraines, etc. Et on parle très rarement des monnaies complémentaires. Alors que l'Afrique précoloniale, mais c'est une Afrique de pluralisme monétaire. Et c'est le colonialisme qui a gommé tout ça. Et jusque-là, on se dit content avec ça. Et donc, en injectant, en tout cas, cette perspective concernant les monnaies locales, sociales, complémentaires, je pense que Cheikh Oumar Diagne nous rend un grand service. Parce que le monde dans lequel nous allons, c'est un monde de pluralisme monétaire. Et donc, si nous voulons avoir véritablement la démocratie, l'équité, si nous voulons faire face aux enjeux climatiques, il faut renforcer les communautés à la base. Et la monnaie constitue un levier
puissants pour renforcer cela. Et généralement, cette préoccupation n'est pas prise en charge par les économistes qui sont toujours dans une perspective étatiste. Et donc, vraiment, cet accent sur les monnaies locales sociales complémentaires, j'ai beaucoup aimé cela. Et donc, il parle également des technologies modernes, par exemple la blockchain, et comment ces technologies modernes reconfigurent le rôle des banques. J'aurais même tendance à dire rendre obsolète totalement le système des banques commerciales. D'un point de vue technologique, nous n'avons forcément plus besoin des banques commerciales. Donc, il y a d'autres choses que nous pouvons faire. Donc, on n'en a plus besoin. Et il aborde ces enjeux-là. Il parle également des changements que nous ne voyons pas et qu'on appelle généralement le shadow banking. Comment des institutions non bancaires, finalement, finissent par occuper, en tout cas, jouer le rôle que les banques classiques, les banques commerciales jouent. Et donc, il aborde également la question des monnaies digitales de banques centrales. Parce qu'il y a beaucoup de banques centrales qui ont le projet d'avoir des monnaies digitales de banques centrales. Et donc, les monnaies digitales de banques centrales, la monnaie, ce n'est pas quelque chose de matériel. La monnaie digitale, nous l'avons déjà à travers les réserves des banques, de la banque centrale, ce qu'en anglais on appelle high-powered money. Mais seulement la différence, c'est que dans tout système bancaire, monétaire bancaire, vous allez voir que les banques ont des comptes auprès de la banque centrale. Mais les citoyens eux-mêmes n'ont pas de compte auprès de la banque centrale. Et donc, s'il y a la possibilité que les citoyens ont leur propre compte auprès de la banque centrale, bon, vous avez une monnaie digitale de banque centrale d'une certaine manière. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, bon, on peut avoir des systèmes où les banques telles qu'elles sont ne seraient plus nécessaires. Ça, c'est possible. Donc, nous n'avons qu'à ouvrir notre imaginaire. Donc, en conclusion, Cheikh Oumar Diagne dit des choses de manière très claire. Il dit que les monnaies uniques sont des systèmes inégalitaires. Il faut sortir des monnaies uniques. C'est le sous-titre de son ouvrage. Et moi, je suis d'accord avec cela. Mais quand il le dit, le professeur Chérif Saïssi a rappelé que c'est quelqu'un qui doute et qui n'est pas dogmatique. Et c'est vrai. Il dit que les monnaies uniques, c'est le système inégalitaire et ça, c'est l'évidence empirique qui le montre. Vous prenez les pays CFA, c'est des pays qui n'ont pas décollé du tout, qui ont stagné. La Côte d'Ivoire est le pays le plus grand en termes de taille économique. Son meilleur niveau de revenu réel par habitant, c'était 1978. En 2022, son niveau de revenu réel par habitant était inférieur de 20% au niveau de 1978. Cameroun, Congo, c'est la même chose. Le Sénégal, Chérif a l'habitude de citer ça, c'est en 2014 qu'on a rattrapé nos meilleurs niveaux de revenu réel par habitant de 1961. Parce que quand vous avez des crises, la seule manière de vous ajuster dans des unions monétaires, c'est ce qu'on appelle la dévaluation interne. Vous perdez en niveau de vie. C'est ce qu'on a vu dans le cas de la Grèce. Et donc ça, c'est des constats factuels, objectifs, non idéologiques. Et donc c'est des systèmes qui ne marchent pas. La condition pour que ça marche, c'est l'État fédéral, comme dans le cas américain. Mais les Africains n'ont pas été prêts pour l'État fédéral. Donc, Cheikh Oumar Diagne plaide pour le pluralisme monétaire. Il dit, nous devons retrouver le pluralisme monétaire parce que nous, en Afrique, on a tout un passé, tout un historique du pluralisme monétaire. Et donc, il prédit aussi que pronostique la croissance des monnaies privées. Il y aura de plus en plus de monnaies privées. Et ça, on le voit déjà. On a vu la tentative avortée avec Facebook, de Facebook avec Libra. Mais on verra qu'il y aura de plus en plus de tentatives pour avoir des monnaies privées. Et les banques centrales vont essayer de résister face, disons, à ces tendances-là. Cheikh Oumar Diagne termine en faisant des recommandations. Et il est important de prêter attention au titre du livre. Parce qu'être panafricaniste, c'est certes être ensemble. Mais la question, c'est comment être ensemble. Et les monnaies uniques sont une manière d'être ensemble. Et une manière qui a été particulièrement régressive. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est un système de monnaie nationale adossé à une unité de compte commune qui permettrait aux pays africains de faire des échanges. Parce que quand vous n'avez pas votre propre monnaie, vous n'avez pas de politique macroéconomique. Vous n'en avez pas. Vous êtes dans l'illusion que vous avez une politique macroéconomique, mais vous n'en avez pas. Et donc, il propose également d'encadrer l'essor des crypto-monnaies, ce qui est important et qui n'est pas encore pris en charge.
et aussi de définir un cadre légal pour les monnaies complémentaires. Donc, c'est ce qu'il recommande à la fin de son ouvrage. Donc, pour terminer, j'aimerais juste dire que c'est un ouvrage très important et que les décideurs politiques, les étudiants, les militants, les organisations de la société civile, les citoyens ordinaires devraient s'en approprier pour comprendre ce qu'est la monnaie. Parce que souvent, il y a beaucoup qui s'insurgent, en tout cas qui s'érigent en spécialistes de la monnaie. Ce sont des banquiers, ce sont des financiers, ce sont des professeurs. C'est eux qui connaissent la monnaie. Les autres ne devraient pas en parler. Si des militants en parlent, c'est les gens ignorants, ils ne devraient pas en parler, ils devraient laisser ça aux spécialistes. Le point de vue de ce livre est de dire qu'il n'y a pas de spécialistes parce que ceux qui se disent spécialistes, eux-mêmes ne comprennent pas. Parce qu'ils ont une approche très limitée. Et je vais vous donner un exemple pour vous dire à quel point les spécialistes de la monnaie, autoproclamés, ne connaissent rien de la monnaie. Il y a un film qui a été fait récemment sur la théorie monétaire moderne. Et dans un passage de ce film, il y a l'économiste en chef de la Maison-Blanche au temps de Biden. Et la journaliste lui pose une question. Monsieur l'économiste, est-ce que les États-Unis peuvent faire faillite? Il dit bien sûr que non, nous avons notre propre monnaie que nous pouvons imprimer comme nous voulons. Tout le monde est d'accord, les États-Unis ne peuvent jamais faire faillite. Aucun État qui a sa propre monnaie ne peut jamais être insolvable dans sa propre monnaie. Ça, les économistes hétérodoxes savent, pas les économistes néoclassiques qui parlent de budget, de contraintes budgétaires. Deuxième question, très bête. Monsieur l'économiste, si les États-Unis ont leur propre monnaie et ne peuvent pas faire faillite, mais pourquoi l'État s'endette-t-il? Pendant 40 secondes, l'économiste en chef de la Maison-Blanche n'a fait que bégayer. Pourquoi un État qui a sa propre monnaie s'endette-t-il dans sa propre monnaie? Si on décidait qu'on donnerait une cagnotte de 20 milliards de CFA ou 20 milliards de dollars, à qui donnerait la bonne réponse, en prouvant que la personne qui a donné la bonne réponse la connaissait avant qu'on pose la question? Je pense qu'il y a très peu en Afrique qui empocheraient cette cagnotte. Très peu. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la monnaie. Pourquoi un État qui a sa propre monnaie s'endette-t-il dans sa propre monnaie? C'est une question triviale. 99,999 des économistes ne pourraient pas donner la réponse correcte. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc c'est l'économiste en chef de la Maison-Blanche. L'économiste en chef du FMI, Blanchard, Olivier Blanchard, à l'époque, on lui avait demandé, parce qu'ils disent que quand la dette de l'État s'envole en monnaie nationale, les taux d'intérêt vont également augmenter. Japon, 250% du PIB. Les taux d'intérêt étaient à zéro. Et on leur dit, monsieur l'économiste, expliquez comment ça se passe. Il dit, on n'a pas d'explication. Mais les économistes hétérodoxes, ça c'est tellement trivial à expliquer. Et donc c'est ceux qui ne connaissent pas la monnaie qui disent qu'eux, ce sont les spécialistes de la monnaie. Et c'est souvent eux qui nous disent qu'il ne faut pas sortir du CFA. Ou si Guy Marius critique le CFA, c'est parce que c'est un militant, il ne faut pas l'écouter. Donc c'est le mérite de cet ouvrage de nous rappeler que la monnaie est intrinsèquement une question politique, une question sociétale, qu'il ne faudrait pas laisser aux experts. Parce que comme disait le grand Tidjane Kouemi, en fait, l'avenir de l'Afrique se fera par la monnaie ou ne se fera pas. Et donc, le grand Tidjane Kouemi, le grand Samir Amin, personne n'avait défendu des monnaies uniques. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un État souverain manifeste sa souveraineté par son indépendance financière. Si vous n'avez pas votre propre monnaie, il n'y a pas d'indépendance financière. Il y a un économiste britannique qui disait en 1992, quand on allait, disons, vers l'euro, les pays européens allaient vers l'euro, c'est un économiste britannique qui disait la Grande-Bretagne n'ira pas là-dedans. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas votre propre monnaie, du point de vue de votre statut financier, vous êtes comme une colonie ou une collectivité locale. Les colonies ou les collectivités locales n'ont pas de banque centrale. Les colonies ou les collectivités locales dépendent des impôts et taxes pour leurs dépenses. Les colonies et collectivités locales n'ont pas de contrôle de capitaux. Les colonies et collectivités locales ne peuvent pas dévaluer. Donc il n'y a pas de souveraineté financière. Un État qui n'a pas sa propre monnaie n'a pas de souveraineté financière. C'est pourquoi la seule condition pour qu'une union monétaire puisse marcher, c'est qu'il y ait des transferts fiscaux dans un cadre fédéral. Si vous n'êtes pas prêt pour l'État fédéral, essayez autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que Cheikh Oumar Diagne propose. C'est-à-dire, vous pouvez avoir vos monnaies nationales, vous avez votre souveraineté,
et vous pouvez avoir une unité de compte commune pour régler vos échanges. Et je pense que c'est des choses qui sont très faciles à mettre en pratique et qui renforceraient notre souveraineté individuelle et collective. Donc la question, ce n'est pas que sortir, entre guillemets, de l'UEMOA, c'est faire bande à part, c'est ne pas être ensemble, etc. La question, c'est comment être ensemble. Et on peut être ensemble autrement qu'à travers les unions monétaires. Et je terminerai en disant que actuellement, il n'y a que 4 unions monétaires dans le monde. Et par union monétaire, c'est-à-dire des pays souverains qui ont fait le choix de se mettre ensemble pour avoir une banque centrale qui émet la devise que ces pays partagent. Il n'y en a que 4. 3 ont été créés durant la période coloniale. C'est les 2 blocs CFA et l'Union monétaire des Caraïbes orientales. La zone euro est la seule union monétaire à avoir, qui survit et qui ne soit pas une création coloniale. Parce que les unions monétaires avaient leur apogée, ont connu leur apogée durant la période coloniale. Vous avez les zones sterling, zone dollar, zone peseta, zone rand, etc. Donc tous les États souverains, je veux dire, plus de 93% de la population mondiale vit dans un pays qui n'est pas dans une union monétaire. Donc les unions monétaires sont l'exception, ne sont pas la règle. Et quand l'euro avait été lancé en 1999, beaucoup spéculaient qu'il y aurait beaucoup d'unions monétaires en Amérique latine, en Afrique, etc. Depuis que l'euro a été créé, il n'y a pas eu de nouvelle union monétaire. Et le projet qu'ont les BRICS et les autres, ce n'est pas d'avoir une monnaie unique pour les BRICS, parce qu'aucun pays souverain ne se détacherait de sa monnaie. Si la Russie n'avait pas sa monnaie, la Russie n'aurait pas gagné la guerre en Ukraine. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les pays vont mettre en place des systèmes de paiement communs qui permettront à chacun de ces pays d'avoir accès à ses importations dans sa propre monnaie. Et ça va créer une stabilité pour ces pays. L'Afrique peut avoir un système de paiement africain, mais l'Afrique n'a pas besoin d'une union monétaire tant qu'on n'accepte pas le préalable fédéraliste. Et donc ça, ce sont des enjeux que vous pouvez trouver, discuter dans cet excellent ouvrage de Cheikh Oumar Diagne. Merci beaucoup.